Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Moïse Agbeyigan, c'est moi et je suis à la réalisation pour cette émission spéciale concernant le Togo. La classe politique est-elle prête pour un dialogue? Le plus 1 319 462 89 79. Je reçois trois invités de marque qui nous honorent de leur présence en ligne par Duplessis, et bien entendu. Merci infiniment pour le sacrifice que vous faites pour être avec nous aujourd'hui. Le débat continue sur d'autres auspices. Docteur Albert Katé, dites-nous, vous aviez dit dans le passé qu'il y aura des conséquences aussi. Le 28e dialogue passé donc avait eu lieu sans la diaspora. Et on a véritablement constaté que la diaspora n'est pas prise en compte quand on parle de dialogue au Togo. Quels acteurs doivent dialoguer pour le prochain dialogue si il y a une occasion pour un dialogue au Togo? Merci. Merci à l'intervenant tout à l'heure aussi, à M. Philippe et à M. Benjaba. Je n'ai pas eu l'occasion de réagir à leurs interpellations. Je pense que je devais le faire avant de répondre à la question du vote de la diaspora. Alors, si vous le permettez. Donc, M. Philippe a brandi des conclusions d'un accord, il dit, et puis la feuille de route, et puis il parle de la CVJR. Donc, et il dit que ce sont des factuels pour prouver que le régime n'est pas honnête ou est responsable de l'échec de la réalisation des conclusions. Ben non, moi je ne trouve pas cette analyse ou cette analogie est raisonnable. Pas du tout. C'est-à-dire que quand vous brandissez un accord, tout ce que moi je vous ai demandé depuis fort longtemps, c'est tout Togolais qui veut jeter l'opprobre sur l'adversaire ou l'anathème sur l'adversaire en disant que c'est le régime, c'est mon adversaire qui n'a pas réalisé l'accord. À ce carrefour de la vérité, dites-nous clairement, lisez-nous clairement, lisez sur ce channel une phrase dans l'accord qui dit « Il appartient au régime en place de réaliser à lui seul les conclusions de cet accord. » Lisez-nous la phrase et donnez-nous la date. C'est de ça que nous parlons en matière de factuel. Bon, s'il faut donner son opinion ou utiliser la rhétorique de l'opposition pour jeter l'anathème sur l'adversaire, ce n'est pas une affaire d'unir. Le contexte aujourd'hui, c'est que si nous voulons aller de l'avant, c'est que nous devons être capables de pointer du doigt les erreurs du passé. Si vous voulez le bien pour ce peuple, pour les prochains dialogues, pour les prochaines conclusions qui vont sortir des dialogues, il faut dire la vérité là où nos camarades ont fauté. Ce que moi je dis, je le dis et je le redis. Celui qui veut me contredire, il n'a qu'à lire la phrase dans n'importe quelle conclusion des 28 dialogues. Tous les 28. Une seule phrase où c'est écrit que le pouvoir RPT est chargé à lui seul de réaliser l'accord. Tous les 28 dialogues. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'avez aucune preuve pour soutenir votre argument qu'il appartenait au pouvoir de le faire. Ça n'existe pas. Ce sont des rhétoriques. Une fois encore. Alors, vous aviez parlé du vote de la diaspora, qu'il était écrit, conclu que la diaspora devait voter et combien de personnes ont voté dans la diaspora. C'est déplorable, puisque moi aussi, tout comme vous, nous avions lutté ensemble pour que la diaspora ait une voix. Et ça commence par le vote. Mais ce sont des recommandations que nous avions déposées parce que nous n'avions aucune force politique. Mais ceux qui disaient qu'ils sont porteurs de nos aspirations, les opposants surtout. Mais je ne sais pas si vous le savez, le professeur Zeus l'avait dit, je vais avec des factuels des propos, ce n'est pas seulement le pouvoir qui n'a pas soutenu et mis en place le nécessaire pour le vote de la diaspora. Même l'opposition n'était pas d'accord parce que la plupart des votes de la diaspora, selon eux, tels quels, les grands votes viendraient de l'Afrique et d'ailleurs, où il n'y a pas d'infrastructure technologique pour qu'ils puissent ne pas contester ces résultats.
Donc, ils se sont dit, l'opposition même n'a pas accepté cette idée en tant que telle. C'est le manque de franchise entre nous et l'opposition qui fait que nos frères et nos camarades de la diaspora ne savent même pas que celui que nous soutenons, même lui-même, parfois, il ne nous soutient pas sur certains points. Mais nous ne disons pas la vérité. Mais c'est technique ce qu'ils ont dit parce qu'ils n'ont pas l'assurance que les décomptes ou l'organisation de ces élections dans les pays pauvres auraient été en leur faveur. Et pourquoi ils le feraient si Non, 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 la non, majorité non, non. de ces votes n'allait pas les aider? Pourquoi ils le feraient? Donc Ah l'opposition ouais, c'est pas vrai. a pris une Pas position du tout. technique que moi je comprends. Donc le minimum qui a été fait, c'est dans les pays développés, comme aux États-Unis et ailleurs, mais la position de nos camarades à l'extérieur, et le temps est parti, et les conditions qui ont été mises sur la table pour que quelqu'un soit inscrit ne permettaient pas qu'une majeure partie de personnes soient recensées, puisque nous n'avons pas beaucoup d'ambassades, beaucoup de bureaux de vote dans tous nos 50 États et en Europe un peu partout. Donc, c'est une responsabilité partagée. Donc, si vous voulez contester cela, je vous renvoie à discuter avec les acteurs principaux de l'époque pour voir C'est s'ils ont faux et vraiment archi confirmé faux. cela. Et j'ai cité le professeur Zeus. Ça, c'est un. Donc, essayez de contredire cela avec des factuels. Pas Dieu, c'est un Dieu, c'est le Dieu du Togo. C'est Je son pense opinion. bien, je pense Monsieur, bien monsieur que Amedodi, s'il vous plaît, on va évoluer avec le débat. Docteur Albert Katé, répondez maintenant à ma question, puisqu'il y Oui, je réponds à a... votre question. Bon, Oui. maintenant, il y a un aspect, il y a un point important que soulève Monsieur Philippe, et ça, c'est très vital. Vous disiez que est-ce qu'il appartient à l'opposition d'aller faire les modifications du code électoral, ou bien de réformer les institutions? Oui. Au même moment, vous comprenez que il appartient au gouvernement de faire ce genre de choses. Pas à l'opposition, seul, mais au gouvernement. Alors, s'il appartient au gouvernement le de faire... gouvernement qui détient les outils. Merci. C'est le gouvernement Le qui pouvoir détient les régalien. outils. Oui. Tout à fait. C'est pour que cela satisfasse tous les camps qui ont signé cet accord, qui ont recommandé ces réformes. Il était institué que toutes les parties soient dans ce gouvernement-là pour qu'il y ait satisfaction unanime. C'est pour cela qu'il n'était pas permis que ce gouvernement soit seulement un gouvernement du RPT ou un gouvernement d'UNI. Parce que la Dans la feuille de recommandation route, est une recommandation dans la feuille de consensuelle. route du CEDEAO, La- dans la feuille de route du Absolument. CEDEAO, la CEDEAO n'a pas recommandé de faire un gouvernement de transition, hein. Ne Non, mentez non, Pas pas. du vous- tout. je ne parle Pas pas, du Feuille tout. de route de écoute-moi, CEDEAO, je parle pas pas de de gouvernement. S'il vous plaît, on va le laisser terminer, comme cela on pourra et- s'écouter, oui, s'il vous plaît. vous avez déposé, Dis pas la vérité. oui, on dit la vérité. Nous Vous avez déposé 3 documents. Vous avez parlé de l'APG, vous avez parlé de la CVJR, vous avez parlé de la feuille de route. Dans tous les accords, à tous les moments d'élection, il y a toujours eu réforme institutionnelle, il y a toujours eu modification du code électoral. Dans tous les accords, à chaque veille d'élection, on fait les dialogues. Et des dialogues, on discute des problèmes de redécoupage, problèmes d'organisation des élections, et il y a toujours ces recommandations à toutes ces occasions. Et à toutes ces occasions, comme je l'ai dit, si vous voulez vous en tenir à l'accord de 2018 et la feuille de route de la CEDEAO, je vous ai dit que ce n'est pas libellé ainsi, mais dans l'avant-dernier paragraphe, c'est libellé autrement, que le chef de l'État reste ouvert à travailler avec toutes les parties. Ça veut dire qu'il fait une ouverture. Donc, c'est à ces institutions de rentrer dans le gouvernement pour jouer le rôle. Et c'est ce que M. Fulbert Atisso et l'opposant Antoine Folly ont confirmé qu'ils regrettent de n'avoir pas été dans ce gouvernement. Alors, je vais avec des factuels, avec des témoignages des opposants et des acteurs de la C14 qui ont fait ce dialogue-là. Et l'écrit posez le document sur l'écran et vous verrez. Donc, le langage est différent d'accord en accord, mais tout a toujours été basé sur le compromis et le consensus. Non, du tout. Maintenant, pour répondre à la question de monsieur le journaliste, ce que moi je voulais vous dire là, c'est que je voulais demander à monsieur Philippe là, ce que vous ne dites jamais au peuple là, le refus, en continuant de soutenir
l'opposition de ne pas jouer son rôle dans la co-gestion pour co-gérer les conclusions et exécuter les conclusions. Vous ne dites pas en quoi ça arrange le peuple ou en quoi ça arrange l'exécution de ces conclusions dans ce que vous faites. Vous soutenez l'opposition de rester dehors, mais vous ne dites pas les avantages qu'il y a. Or, vous vous plaignez toujours qu'il y a toujours des conséquences néfastes quand ça se passe. Pourtant, vous continuez de soutenir et d'attaquer la co-gestion. Et vous voulez que l'opposition reste en dehors. C'est là où je ne comprends pas nos camarades, que ce soit nos camarades politiques. Où sont les avantages dans ça? Si ce n'est pas les problèmes, les lamentations que vous donnez chaque fois. Nous disons le contraire, qu'il faut co-gérer parce que nous avons les factuels qu'en 1994 comme en 2006, ça a donné de bons résultats et les acquis sont là. Donc ça, j'en passe. Maintenant, le journaliste a demandé si la diaspora sera aux discussions, c'est ça? C'est ça, non? Okay. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais j'ai toujours soutenu que la diaspora soit aux discussions. Et je me suis toujours battu que la diaspora doit être aux discussions. Et j'avais prédit en 2018 que si on nous écarte de cette discussion, il y aura des conséquences. Et ces conséquences, vous avez vu le sort des acteurs après 2018, c'est catastrophique. Et jusqu'aujourd'hui, ils en payent le prix, ils n'arrivent pas à se relever. Qui vous a écarté? Parce que... Qui vous a écarté? Qui vous a écarté? Qui a écarté la diaspora? Qui a organisé les discussions? C'est pas votre parti uni? Peu importe comment vous interprétez la chose, ce que je dis, notre absence aura des conséquences. Notre absence aura des conséquences. Peu importe comment... de vous inviter, d'inviter la diaspora. Mais monsieur Amedodi, s'il vous plaît. On va laisser terminer. Vous avez toujours tendance de jeter l'opprobre sur l'adversaire. C'est bien, c'est politiquement, c'est bien. Vous êtes ici, vous avez entendu un acteur en 2018 qui a dit « Nous sommes les porteurs ». On lui a posé la question de savoir et les camarades de la diaspora. Ce sont des journalistes qui ont posé la question à Lomé. Il fallait qu'il soit là. Et la personne a dit « Nous sommes les porteurs de leurs aspirations ». Ça veut dire qu'eux, ils nous représentent. Or, bien avant le dialogue, nous avons réagi à plusieurs reprises que nous voulons avoir des fauteuils dans cette discussion. Mais cette personne qui a dit ça, elle est de l'opposition. C'est-à-dire que vous avez tendance à fermer les yeux sur des choses qui nous coûtent cher. Mais moi, je ne suis pas là pour vous encourager à changer de position. Vous voyez? Donc, moi, je continue de me battre pour que la diaspora soit là. Je pense qu'il y a un consensus qui se dégage, c'est que vous-même, M. Philippe et M. Benjagba, vous avez dit que, en tout cas, si à un moment donné, il devait avoir assise ou dialogue, peu importe le mot que chacun utilise, vous avez aussi recommandé qu'il faut que la diaspora soit là. Donc, je pense que nous revenons tous ensemble sur cela. Et l'importance de notre présence, c'est quoi? Ça va empêcher que des gens aillent faire des deals dont on ne sait pas qui dit quoi, qui a fait quoi, c'est où le blocage. Et on nous vend quelque chose et puis on ramasse ça et on croit cela. Mais on n'a aucune preuve. Mais cette fois-ci, on doit entendre avec nos propres oreilles, voir avec nos propres yeux, peser les propositions, le réalisme dans les propositions nous-mêmes, avant de voir que vraiment, ça ne marche pas ou bien ça a été bloqué. Merci, personne ne viendra plus nous conter l'histoire. Merci, docteur Albert Katé. Alors, monsieur Benjagba, je sais que vous êtes toujours avec nous. La société semble être attaquée ces temps-ci lorsqu'on fait les constats et certains disent être alignés derrière des partis politiques. Quelle est votre réaction? Quelle est votre position aujourd'hui en tant qu'acteur politique de la diaspora sur cette question? J'espère que vous m'entendez. Correct, 100%. Moi, j'ai vu l'histoire politique du Togo. Et donc, me basant sur le passif de la lutte togolaise, faisons une transposition sur le Ghana. Le Ghana, qui a plus d'habitants que le Togo, regorge très peu de partis politiques en matière de dénombrement de partis politiques. Le Togo en a plus d'une centaine, y compris les ailes marchandes du système RPT uni. Et donc, dans un livre de Simone Veil qui en a mentionné en long et en large sur les partis politiques, dont j'ai écrit même
un article qui devrait être publié incessamment sur ici Lomé. Le problème ici, aujourd'hui, n'est pas les partis politiques. Pour moi, et je le dis, et du fond du cœur, Dr. Keita en a mentionné tout de suite, là, disant que les partis politiques ont fait des deals. Mais le Togo que nous préparons aujourd'hui, à l'instant même, et pour demain, je pense que les données vont changer. Et revenons au sujet du jour. Quand bien même il y a un peu des bruits sur les toiles, des réseaux sociaux, tel parti politique, moi, pour moi, le Togo que nous préparons demain aura peut-être 3 branches. Le centre, la droite et la gauche. Mais avant que cela n'arrive, pour retomber maintenant sur le sujet du jour, je le dis, avant toute assise, il va falloir le départ pur et simple de Faure Gnassingbé du pouvoir. À minima, usons de la sagesse de nos forces armées togolaises pour prendre le pouvoir, ne serait-ce que temporairement, pour qu'on puisse revenir à la constitution sur laquelle nous tous Togolais étions d'accord, celle de 92. Donc, parler d'une assise nationale, ou bien de quoi aujourd'hui, tant que Faure Gnassingbé est au pouvoir, ça ne se passera plus. Je suis de la diaspora. Si Faure Gnassingbé dit aujourd'hui, oui, diaspora, je vous passe l'amnistie, je vous passe la main droite, revenez au pays pour qu'on puisse s'asseoir. Moi, personnellement, ma condition première, c'est que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Parce que le passage à la 5e République de Faure Gnassingbé a été effectué à minuit. Quand ma maman dormait, quand mes papas dormaient, et ça n'a pas été voté par voie référendaire. C'est un coup de force. Donc la question de la tenue d'assises nationales au Togo sous la présidence de Faure Gnassingbé soulève trop d'interrogations légitimes quant à leur pertinence et à leur crédibilité. Plusieurs arguments, nous en avons débattu ici. Et le départ de Faure Gnassingbé demeure la condition ultime et sine qua non pour une énième assise au Togo. Je le dis, à défaut, usons de l'armée togolaise pour une période transitoire pour une assise nationale. Mais M. Ben Diakba, nous sommes dans la 5e République et aujourd'hui, le parti UNIR a beaucoup plus de voix que les partis de l'opposition. Et si toujours UNIR conserve ses sièges comme d'habitude, vous pensez que vous allez être président un jour ou quelqu'un d'autre sera président un jour au Togo lorsque l'opposition ne prend pas ses responsabilités? Je pense que parler de l'opposition qui ne prend pas ses responsabilités, c'est de l'insulte pure à la raison des partis togolais, des partis politiques au Togo et à la raison humaine. Dr Kat l'a dit, et nommément que des gens sont partis faire des deals. Ça concerne ceux qui ont fait des deals. J'aurais souhaité, ici, présents, qu'ils nous le disent, ou bien non, ces gens qui ont pu quand même s'accaparer des deals avec le pouvoir Faure Gnassingbé. Mais aujourd'hui, tout ce que je cherche, nous avons l'impérieux devoir pour un Togo uni de revenir à la constitution de 92. Et si assise nationale devrait y avoir lieu, il va falloir que Faure Gnassingbé, pour moi, ce passage à la 5e République est un non-lieu. C'est un coup de force. Et donc, si assise devait y avoir, il va falloir que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Merci. Et je souhaiterais que l'armée prenne le pouvoir. Merci. L'essentiel est que le Togo aille sur de belles auspices, n'est-ce pas, monsieur? Je comprends votre position. Alors, je vais mettre un peu plus la pression sur Ce qui va descendre au fond du pouvoir n'est pas trop loin. Et ce sera regrettable parce que nous avons trop versé du sang des nôtres. Mais si il le faut, nous allons le faire. Que ceux qui ont des oreilles écoutent.
Merci. Vous parlez certainement beaucoup, la plupart du temps, de lutte. Et pourquoi cette lutte dure-t-elle véritablement, monsieur Amedodji? Non, je vais répondre à cela parce que moi j'ai parlé de Ok, allez-y. Très rapidement, monsieur la Benjaba. lutte dure. Parce que Ford utilise les outils d'État pour pouvoir brimer le peuple quand le peuple sort. Alors, on dit dans la sous-région ouest-africaine, le peuple qui a été vaillant, combatif, c'est le peuple togolais. Nous avons commencé la conférence nationale avant le Bénin, ou bien au même moment que le Bénin. Nous voyons aujourd'hui où se trouve le Bénin. Et pourquoi chez nous ça dure? Parce que une minorité, et je ne parle pas d'une ethnie, je parle bien d'une minorité qui s'accapare des ressources étatiques pour brimer le peuple. Et donc, voici la raison pour laquelle la lutte dure. Combien de mois avons-nous eu depuis 90 dans la lutte de souveraineté au Togo comparé à la lutte de souveraineté au Bénin et dans certains pays de la sous-région? Donc, je vais laisser le camarade Philippe parce que le régime tyrannique de Faure Gnassingbé a des appareils répressifs. Merci, M. Benjagba. La même question pour vous, M. Amedodji. Bien, merci, Moïse. J'aimerais bien, Moïse, parce que il y a un proverbe au Togo, je crois en Afrique occidentale, qui dit que on ne brûle pas la maison d'un voleur, mais on fouille dedans pour apporter la preuve du délit qu'il a commis. Je vous montre ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, le communiqué qui a sanctionné le 53e congrès ou bien 53e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Le 31 juillet 2018, effectivement. Page 7, de la page 7, 8 et 9. Je vous lis pour apporter une preuve concrète et factuelle à Dr Katé. À la page 7, qu'est-ce qui a été dit? Rapidement, c'est très important parce que sans cela, on risque un dialogue de sourds. Donc, au titre, voilà, vous m'excuserez, voilà. Sur la situation sociopolitique au Togo, c'est à partir des articles numéro 35, 37. À l'issue des échanges, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a convenu ce qui suit. Elle encourage le gouvernement togolais, entendez bien, elle encourage le gouvernement togolais à poursuivre les mesures de confiance et d'apaisement en accélérant la procédure judiciaire relative aux personnes arrêtées lors des manifestations politiques et d'étudier les possibilités de mesures additionnelles en faveur de ces personnes. Docteur Katé, n'est-ce pas seulement, ça c'est en 2018, hein, c'est 8 ans plus tard que certains prisonniers politiques ont été libérés, docteur Katé. Je poursuis. Votre pays, champion qui honore les engagements de cet État, condamne tout recours à la violence, blablabla, ok, c'est. Elle appelle par la même occasion les acteurs politiques et la société civile de s'abstenir en toutes circonstances des actes et propos, voilà. Ok? La conférence des chefs d'État exhorte le gouvernement à procéder à la révision intégrale du fichier électoral en vue de l'organisation des élections du 20 décembre 2018, les élections législatives. Je termine. Encore, article 38. La conférence invite le gouvernement. Donc, on s'adresse au gouvernement parce qu'on sait que le gouvernement a ce rôle régalien de le faire. Si on ne sait pas comment fonctionne un État, nous ne venons pas à un débat public. Pour changer les institutions, ce n'est pas à l'opposition d'aller le faire. C'est c'est le gouvernement institutionnalisé, ok, qui doit le faire. Je termine. La conférence invite le gouvernement et les acteurs politiques à œuvrer en vue d'adopter des réformes constitutionnelles
en prenant en compte, entre autres, les points suivants. 1. Le mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République. La limitation du nombre de mandats présidentiels. OK? 2018, hein, Faure avait déjà fait 2 mandats, 3 mandats. Et la recomposition de la Cour constitutionnelle. Docteur Kate, la Cour constitutionnelle, vous savez qu'au Togo, c'est par décret que le président les nomme. Vous voulez que l'opposition signe un décret pour leur nommer? Le renforcement du processus électoral, en particulier le fonctionnement effectif avec une participation inclusive de l'ensemble des acteurs à la CENI. Docteur Kate, allez voir la liste de CENI. Vous savez qui sont là-dessus? Uniquement les partis de UNIR. Vous dites tout à l'heure, vous parlez de la cogestion, docteur Kate. La cogestion, vous croyez que c'est seulement dans le gouvernement, au niveau ministériel, qu'on cogère un pays? L'Assemblée nationale, lors des dernières élections de l'année dernière, combien de sièges votre parti UNIR a-t-il concédé à l'opposition? Ce n'est même pas des élections, hein, c'est des concessions. Il nomme 3 députés, OK? Et 97% des sièges de l'Assemblée sont occupés par le parti au pouvoir. Même chose au niveau des communales de mairie. Il y a l'essence, l'exécutif le plus proche des populations. Combien de mairies sont dirigées par les partis d'opposition au Togo? Du fait de la seule volonté des gouvernants actuels de ne laisser personne co-gérer le pays avec eux. Docteur Kate, ceux qui nous parlent de co-gestion là, vous prenez les Togolais pour des idiots? Ce sont dans les actes, nous parlons du factuel. On a vu ce que Faure a nommé au niveau du Sénat. OK? C'est ça que vous entendez par co-gestion? Ne venez pas nous mentir, hein? Les Togolais ont les yeux ouverts. Les Togolais ont les yeux ouverts. Moïse. Merci. Alors, question. Oui. Moïse. Terminé. C'est juste pour dire, docteur Kate, là, pour une fois, j'ai pris seulement les accords, les feuilles de route de la CEDEAO 2018. On n'a pas le temps, on peut revenir sur les autres recommandations. Ce qu'on a demandé au gouvernement et qu'il n'a jamais fait. Donc ne revenez pas nous dire que c'est l'opposition qui devrait réformer la Cour constitutionnelle, c'est l'opposition qui devrait réformer la CENI et que l'opposition a refusé de le faire. L'UFC a refusé d'aller dans le gouvernement. Si l'UFC refuse d'aller au gouvernement, c'est ça qui a fait que... Tout à fait dans un gouvernement de Faure. Tout à fait dans un gouvernement de Faure. Merci, M. Amindoti. Alors, je ne vois pas un accord de l'Union nationale. Nous, l'opposition, le peuple togolais ne demande pas aux partis politiques d'aller manger également, d'aller piller également, légalement. Demande seulement à ce que la justice soit faite. Que dans un pays où les gens ont fait, les partis plus riches au Togo sont des ministres. Monsieur Ben Jagba, pardon, vous aurez votre temps de parole. Il nous reste carrément 10 minutes pour terminer l'émission. Alors, allons-y très rapidement. Docteur Albert Kate, cogestion, comme l'a proposé donc le parti politique Le CAR, bonne ou mauvaise idée? Oui, merci. Mais d'abord, je vais profiter pour réagir à M. Philippe. Maintenant, le document que vous avez publié, vous avez partagé, M. Philippe, moi j'ai attendu, je suis resté sur ma soif. Je n'ai pas entendu une seule phrase où c'est écrit que le pouvoir en place, le parti uni ou le RPT, tout ce que vous voulez, un camp a été assigné la réalisation de ces recommandations. Ce n'est pas écrit quelque part. C'est ce que vous essayez de soutenir. Mais ce n'est pas écrit. La phrase n'est pas sortie. Maintenant,
Oui, voilà, une bonne question qui vient de M. Diagba. Qui détient la moyenne de l'État? Merci. Permettez que je réponde. Permettez que je vous réponde, Ils sont M. Ben Diagba. capables de faire changer les choses. C'est Fonia D'accord, Singé. permettez que je vous réponde, s'il vous plaît. S'il vous plaît, M. Ben Diagba. Ok, donc, la leçon ici, c'est quoi? C'est, vous ne définissez pas le gouvernement ou l'État. Vous essayez de faire comprendre aux Togolais que l'État ou le gouvernement, c'est le parti au pouvoir. Or, il y a deux aspects ici. Fort. Au Togo, C'est oui. fort lui-même. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais donc là, vous comprenez que ce n'est pas ce que ça veut dire. Je suis obligé de muter les autres débatteurs pour qu'on puisse avancer le débat, s'il vous plaît. Merci. Vous aurez votre temps de parole. Allez-y, docteur, terminez. Merci, c'est là ça devient intéressant. Il ne faut pas faire croire aux Togolais que quand on entend le mot gouvernement ou le mot État, ça veut dire UNI ou RPT. C'est vous qui voulez que les gens prennent ça comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et vous-même, vous venez de le dire. Et vous vous dites qu'au Togo, c'est comme ça. D'abord, le gouvernement peut être composé des deux parties ou de plusieurs parties, de tous les acteurs, de toutes les composantes de la nation. Ça dépend de comment on veut composer le gouvernement. En fait, et c'est ça qui est souhaité. Et c'est pour cela, au lendemain des accords politiques, comme en 1994 et en 1990, en 91, on a vu le gouvernement Kofigo qui a été composé avec les gens de l'opposition, bien qu'il n'ait pas gagné des élections, mais on les a mis dedans. Et Kofigo même qui est opposant. Il faut que la jeunesse d'aujourd'hui comprenne pourquoi il y avait un Kofigo, pourquoi les professeurs Gogué, Madame Adjangbo et autres, le professeur Ninevi étaient ministres en 1991. Ce n'était pas un hasard. À cause de la mission. Pourquoi en 2006, professeur Météovi Agboibo et la plupart de ces gens sont revenus et ils sont devenus encore ministres du gouvernement d'union pour la mission pour réaliser l'accord politique global, les recommandations de la politique globale. Ce que vous défendez ici, chers amis, vous voulez faire croire aux gens le contraire que dans l'accord de 2018 de l'APG, de la CEDEAO, sous la C14, vous voulez faire croire que ces gouvernements-là veut dire uni ou bien fort et son groupe. Mais non, c'est faux. C'est stipulé gouvernement, mais ça ne définit pas que le gouvernement doit être uni. C'est vous qui voulez faire ça croire aux gens. Maintenant, je vais aller plus loin. Le Togolais qui est démocrate doit comprendre les règles de la démocratie. D'accord? Dans le contexte du Togo ou dans plusieurs démocraties, la recommandation est que le gouvernement reflète le suffrage exprimé. Donc, ça veut dire que lorsque les partis politiques dans le multipartisme ont été aux élections, des gens sortent avec des résultats par proportion. Et c'est dans le respect de la Constitution de 1992 et de ses valeurs démocratiques que lorsque l'opposition a gagné les élections en 1994 avec le quart qui a eu 36 sièges et 34 députés, l'ITD ont eu au total 41 sur les 80, 43 sur les 81 sièges, ils ont une majorité, plus de 50%. Donc, ils devaient conduire les affaires de l'État, dont Edema était obligé, par respect à la Constitution de 92 et des règles de démocratie de proportion, choisir un Premier ministre issu de l'opposition parce que c'était une coalition de l'opposition KUTD qui ont eu la majorité. Donc, ce n'était pas par accident. Ce n'était pas par accident qu'Edema devait nommer un premier de l'opposition. Ce n'était pas par accident. C'est à cause du pourcentage qu'il y a eu au-dessus de 50%. Ça doit refléter l'exécutif. Donc, jusqu'aujourd'hui, quand vous utilisez l'accord et les conditions de l'accord de la CEDEAO, vous n'avez pas lu le point 43. C'est ce que je vous disais toujours. Dans ce point 43, il était écrit quoi? Ça, vous ne l'avez pas lu. Il était écrit que la CEDEAO, la communauté internationale, apprécie la volonté du dialogue et la volonté d'ouverture et du dialogue permanent du président de la République et note avec intérêt. Formule diplomatique. Et note avec intérêt sa disponibilité à travailler avec toutes les couches de la nation. Donc, c'est là toute la clé. Après la conclusion, si le chef de l'État a témoigné à la communauté internationale que, avec cet accord, je suis prêt
a fait une ouverture à travers avec toutes les composantes de la nation, il appartient maintenant aux acteurs politiques de déposer leur ego et leur intérêt partisan et leur plan machiavélique pour aller dans le sens de ce qui était passé en 94 comme ce qui était passé en 2006 pour solliciter le gouvernement d'ouverture et rentrer dedans pour exécuter ensemble ces conclusions. Donc, c'est le point 43 qui est dans l'accord et pourquoi ce paragraphe était là. Si ce n'était pas utile, ça ne devait pas être écrit dans l'accord. Donc, chers amis, faisons une leçon de démocratie aux gens, mais je vous invite, quand vous continuez pas à attaquer la cogestion, là je réponds à la question de la cogestion. C'est tout cela là, le format de 91 avec le gouvernement d'Union Kofigo, le format de 2006 avec le gouvernement Agbouibo, c'est la cogestion. Mais l'avantage ici, c'est que c'est ça qui va préparer l'avenir, le lit sur lequel les acteurs vont se coucher pour réussir plus tard demain. Le refus de faire cela, ça fait qu'ils tombent chaque année dans des problèmes et des difficultés et se plaignent que le pays n'avance pas. Et c'est pour cela que beaucoup de Togolais refusent de se faire tuer, de s'entretuer, parce que c'est des conditions que nous créons volontairement en refusant de travailler ensemble et de régler les problèmes ensemble. Mais donc, nous n'allons pas perdre nos vies pour une condition précaire manufacturée par des intérêts partisans. Des gens ont été radiés du parti de l'UFC dont vous faites allusion parce qu'ils sont rentrés dans le gouvernement Gbagbo pour exécuter l'accord politique global qui devait être l'espoir de la nation. Et même contre le choix de leur parti, contre le choix du Congrès, de leur propre parti, un vote démocratique qui a recommandé que les gens de l'UFC laissent leur ministre travailler avec Gbagbo pour réaliser ces accords. Mais Jikos Olympio a ignoré ce vote et radié le docteur Magnatingbe et Bodjona et les autres qui sont rentrés dans le gouvernement avec Gbagbo contre l'intérêt de la nation je vais poser une et aussi question contre l'intérêt de leur parti. Une question. Allez-y. Docteur Kate, la cogestion dont vous parlez, l'FCC, c'est l'impression de unir. Il faut répéter le son. Faut aller doucement. Vous pouvez répéter encore cette question parce qu'il y avait une partie qu'on n'avait pas écoutée. Allez-y. Docteur Kate, la cogestion dont vous parlez, c'est-à-dire que l'opposition vienne au gouvernement, que le pays soit géré avec plusieurs partis d'opposition. L'UFC l'a essayé. Vous êtes d'accord avec moi? N'était-ce pas une cogestion? Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? C'était quoi? Comment vous le qualifiez? Et qu'est-ce que ça? Deux questions. Comment vous qualifiez cela? Le fait que les gens de l'UFC sont rentrés dans le gouvernement et comment vous expliquez que ça a échoué? Dites, peuple togolais maintenant. C'est fini, j'ai fini. Merci. Très bonne question. Très bonne question. La différence ici, c'est que si vous prenez 1994, de 91 même, juste à le premier gouvernement Kofigo 1 et 2, et jusqu'en 94, est-ce que vous avez vu un seul parti en train de travailler avec le pouvoir et se dire que lui seul, il représente le peuple togolais pour l'intérêt national? Ce n'est pas le cas. Toutes les composantes de la nation sont dedans. C'est très, 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 très atypique. Si vous prenez 2006, est-ce que vous avez vu après l'accord de Ouaga, un seul parti pour dire c'est moi seul qui représente le peuple et moi seul je vais être dans la cogestion avec le pouvoir, l'adversaire et puis ça va régler les problèmes de la nation. C'est pas la même chose. Quand un seul parti fait un accord avec l'autre parti, ça c'est des intérêts partisans. C'est eux-mêmes qui savent ce qu'ils ont négocié et comment ils vont partager leurs intérêts. C'est ce qui s'est passé. C'est un intérêt partisan. Personne n'a émis ces propositions dedans. Il n'y a aucune garantie que c'est pour l'intérêt national, c'est pour l'intérêt de leur parti. Tout parti est libre de faire une cohabitation avec un autre parti et ils font l'échange de leurs intérêts. Ça, c'est carrément autre chose. Ce que nous disons, c'est que tous les acteurs, comme dans le format de 1991, 1994 et 2006, que toutes les composantes de la nation, tous les acteurs se retrouvent pour l'intérêt national et exécuter les recommandations qui doivent nous amener vers l'avant, régler les problèmes du pays, la misère, la vie chère
et tout ce qu'il y a sur la table, le chômage et le problème de la justice, tous les problèmes politiques, les consensus qu'on peut avoir pour relancer ce pays dans un avenir proche, pour que tout le monde commence pas à manger à leur faim. Ça, là, ce n'est pas l'affaire d'un seul parti. Merci, Monsieur Ben Diakba. À vous maintenant. Certains interprètent cette cogestion dont vient de nous parler Dr Kate comme une validation de la 5e République. Vrai ou faux? Monsieur Ben Diakba, vous êtes toujours avec nous? Je suis là avec vous. Allez-y, on vous écoute. Je pense que l'exercice auquel nous devons nous prêter ce soir devrait être un exercice de pure vérité. Parce que l'histoire va se souvenir de ce que nous disons aujourd'hui. Monsieur Dr Kate, vous êtes où vous êtes et comparez à ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'habite actuellement, je suis actuellement à Dijon. Je sais ce qui se passe. Le quotidien du citoyen lambda togolais. Cogestion, quoi. Je pense que l'heure est venue pour qu'ensemble, on puisse quand même dire un petit minimum de vérité au peuple togolais. Je ne peux en aucun cas voir un tyran au pouvoir pour 20 ans du père en fils, 20 ans pour le fils, et qu'aujourd'hui, les Togolais meurent sur la nationale numéro 1. Je ne peux pas concevoir aujourd'hui que des Togolais sont en prison, Jean-Paul Omoloud est en prison, parce que il a dit, Fonya Singbe, fais mieux les choses. Pardon, il faut faire mieux. Je ne peux pas voir Madame Nyakade en prison, parce qu'il a dit, Fonya Singbe, hey, tu as souvent dit sur papier que ça a des projets et qui ne donnent jamais de fruits. Et là, on met cette personne d'âme en prison. Donc, tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un Togo sans Fonya Singbe. Moi, je vous le dis. Dites-moi oui, c'est que vous allez me dire, nous allons garder Fonya Singbe, vaille que vaille. Allons-nous encore passer par des Togolais qui vont verser le sang pour le régime d'un individu et de sa minorité? Vous avez parlé tout à l'heure de l'ethnie, des problèmes ethniques au Togo. Moi, je vous dis ça, enlevez ça de vos têtes. Je vous en prie. Moi que vous voyez ici, j'ai grandi dans ma région de Moitié avec des gens du Nord. Et aujourd'hui, si tu nous vois, on s'appelle cousin. Il n'y a pas de distinction. Mes frères sont mariés à des femmes kabyles et réciproquement. J'ai des neveux, je l'ai dit tout à l'heure, Kabylie, Tem, Moba et autres. Vous avancez l'idée d'ethnie, sachant que aujourd'hui, l'armée togolaise est composée nommément de l'ethnie kabylie. Oui, mais nous demandons à cette armée de jouer son rôle de refondateur de la nation togolaise. Parce que vous avez commencé avec ça et vous voudriez qu'on aille sur ce terrain que nous avons avec justesse évité. Le Togo de demain, c'est un Togo inclusif, pas le Togo d'une minorité. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où des millions de francs CFA, de dollars sont dilapidés plutôt dans les caisses, et on ne rend jamais un compte à notre peuple. Et au même moment, le peuple meurt de faim. De grâce, docteur Kate, je vous en prie. Ce que nous débattons aujourd'hui ici, c'est pour le bien commun. Et je sais que, quand bien même vous êtes aux États-Unis, vous avez vos familles, peut-être pas proches, mais lointaines, au Togo, qui vivent ce que nous disons, ce que nous défendons. On ne peut pas, au 21e siècle, vivre dans un village sans eau, dans une ville sans eau. Je m'arrête. Mais je vais conclure après. Ouais, je vous donne une minute en même temps pour conclure, puisque nous sommes à la fin de l'émission. Il y a au Baranto. Merci. Donc, I'm sorry. J'aurais souhaité que dès ce soir, mon confrère combattant, si les combattants de la liberté réfléchissent sur le débat qu'on vient de faire, que je trouve un débat
vraiment urgent et nécessaire. Pour moi, Faure n'a plus rien à offrir aux Togolais. Et participer à des assises nationales organisées sous l'égide de Faure Gnassingbé reviendrait à légitimer un pouvoir dont la base démocratique est largement 99,99% contestée par les Togolais. Et je pense que nous allons encore nous revoir sur votre plateau, monsieur le journaliste, pour ce même débat, parce que c'est un sujet sur lequel nous allons écrire. Plus d'assises au Togo. Si Faure Gnassingbé est présent, il faut que l'armée togolaise prenne ses responsabilités. Merci. Cela reste votre point de vue. Merci infiniment d'avoir été des nôtres aujourd'hui, monsieur Ben Diakba. Alors, monsieur Amedodi, nous sommes à la fin donc de l'émission. Est-ce que la cogestion, selon vous, est une validation à la 5e République et où va votre Togo politiquement? J'ai donné on a évoqué plusieurs cas de cogestion. Dr Katé a été le premier à dire que les cogestions au Togo ont toujours échoué, Dr Katé. Vous parliez du cas après la PG où l'UFC a refusé de rejoindre le gouvernement, contestant que c'était à lui que revenait le poste de Premier ministre. C'était un cas de cogestion, mais ça a échoué également, Dr Katé. Donc, Moïse, c'est pour dire également à mon frère et ami Ben Diakba que lorsque nous disons qu'il faut mettre en place une transition, ok, vers un État dont aspirent les populations togolaises, il faut passer par des assises, mon oncle Ben. Si vous ne passez pas par des assises, donc s'il y a une rupture institutionnelle, c'est-à-dire actuellement, que vous vouliez ou pas, au niveau... Toutefois, Philippe, notez que... Attendez. Monsieur Ben Diakba, personne ne vous écoute plus. Hein? Vous aviez dit tout à l'heure que ce débat doit être prolongé. C'est juste, moi je suis en train de conclure pour expliquer que lorsque je parle et que je soutiens l'idée des assises citoyennes, inclusives et nationales, c'est pour permettre de réfléchir à une transition. Idéalement, sans Faure Gnassingbé. Nous avons pu le faire. On a pu le faire. Et ça a permis de mettre en place un gouvernement d'union nationale qui a conduit et ça a permis même de mettre en place une constituante qui a pu travailler à l'élaboration et pour soumettre au suffrage universel, pour soumettre au référendum la Constitution. C'est de ça que je parle. J'aimerais que ceux qui sont à l'écoute me comprennent. Je ne dis pas qu'il faut permettre certains acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou de l'unir, d'aller au mangeoir pour encore aller se sucrer et continuer à piller, à gaspiller l'argent du pays. Je dis, il faut impliquer les citoyens. Ils sont les premiers et les premières victimes de la dictature au Togo pour qu'ils donnent leur avis. Parce qu'on leur refuse toujours de s'exprimer. Trois conditions, je termine par là, c'est ce que moi je dis. Pour que ces assises nationales réussissent, pour que ces assises nationales puissent mettre en place d'être une transition politique vers un régime ou une gouvernance, les Togolais, la majorité en tout cas soutiennent la première, libérer les prisonniers d'opinion. Il y en a encore 81 qui sont gardés en prison. Je ne sais pas si Dr Katé le sait, même si depuis 2018, la feuille de route de la CEDEAO l'a recommandé à Faure Gnassingbé, il garde encore 81 prisonniers politiques en prison. Donc, première chose, libérer les prisonniers d'opinion.
Deuxième chose, voter ou faire voter une loi d'amnistie en faveur des exilés politiques. Ben Jagba, d'ici là, quitter le Togo, c'est parce qu'il a été contraint. Il y en a beaucoup qui peuvent contribuer au développement de ce pays-là, qui aujourd'hui sont contraints à l'exil. Il faut une loi d'amnistie, comme ça a été fait en 90 pour permettre à ces enfants, à ces filles et fils du Togo de rentrer également pour prendre part à ces assises. Une loi d'amnistie assortie de garanties, pas que des gens soient encore floués. Et dernière chose, abroger les lois liberticides qui ont été votées ces dernières années. Des lois qui ne permettent plus aux Togolais de s'exprimer librement. Des lois qui ne permettent pas aux Togolais de manifester pacifiquement. Sur ces trois conditions-là, des assises peuvent être organisées. Et je rappelle à Ben Jagba que ce n'est pas des assises sous l'égide de Fonya Zingbe ou du RPT Unir. C'est des assises, j'ai dit tout à l'heure, souveraines. Merci, mon frère. Merci, Comme mon ce soit beau. qui vont diriger ces assises-là. Merci. On ne t'entend pas. Moïse, il faut parler. Fonya Singbe n'est pas là. Donc, il faut parler. Oui, tu n'es pas audible. Ton micro est fermé. Je pense que la gendarmerie est à sa porte. Aux États-Unis, l'ICE, c'est peut-être l'ICE qui est à sa porte. Non, non. Lui-même, il est agent de l'AES. C'est la gendarmerie nationale du Togo qui est à sa porte. Un souci technique. Je crois qu'il voulait demander à Dr Katé de conclure, s'il a une conclusion, parce que les faits sont têtus. Hein. Puisque Moïse ne vient pas, je te donne la parole pour conclure. Pour que demain, on aille se retrouver au Togo ensemble. Moi, je suis à Djidjolé. Oui, docteur, vous pouvez conclure sur la dernière question. Merci infiniment à vous pour le soutien. Alors, c'était une petite panne technique. Docteur, je vais carrément poser cette question, particulièrement à vous. La cogestion, est-ce que c'est vraiment une validation de la 5e République ou où va le Togo politiquement? Merci. Très pertinente question. C'est une question, je dirais aussi une question politique. Vous savez, quand on a écouté ici un intervenant, il y a beaucoup de Togolais qui sont, je dirais, partisans du régime parlementaire. Et cette 5e République caractérise en fait ce régime parlementaire. Mais la cogestion aussi, c'est tout à fait une autre histoire. Donc, le sens derrière la cogestion, c'est le sens de responsabilité et dans la réalisation des conclusions, des compromis, hein, pour qu'on ait des résultats. C'est une question d'effectivité pour que l'objectif qui est de voir la vie de la nation changer positivement, cet objectif soit atteint, quel que soit le contexte dont on veut parler, que ce soit politique, économique ou social, tout ce qu'on veut, et ce qu'on dit, ce qu'on décide, hein, qui sera la démarche pour améliorer la situation, qu'on puisse avoir des résultats et que personne ne se plaigne que ça n'a pas marché. Donc c'est ensemble qu'on doit prendre cette responsabilité. Alors,
c'est de là que vient l'idée de la cogestion. Et je pense qu'il n'y a pas un autre chemin. Celui qui veut prouver le contraire, qu'il faut encore aller dans le même contexte où l'opposition doit se dérober de l'exécution des conclusions ou bien de tout ce qui va contribuer à améliorer la vie de la nation, il ne fait que soutenir une répétition du passé. Ça, on le fait déjà. Depuis 30 ans, l'opposition n'est pas active dans l'exécutif. Et elle a toute une liste de plaintes. Donc, si vous voulez convaincre les gens qu'il faut aller toujours dans le même sens, pour certains d'entre nous, ce ne sera plus le cas. Et si on arrive à faire ce dialogue sincère, ce nouveau dialogue, tout doit être différent. La méthode doit changer pour de nouveaux résultats, que personne ne se plaigne. Bon, je voulais aussi dire que l'histoire de c'est quoi le deuxième point? La cogestion, et puis quoi, disait aidez-moi un peu. Ouais, la cogestion, la validation donc de la 5e République. La validation de la 5e République. Donc, merci. Donc, l'histoire de la 5e République, c'est carrément autre chose. Ça a une connotation vers le régime parlementaire, puisque c'est ça qui nous a fait tomber dans une nouvelle république. Donc, quand M. Amédo Dia a lu, si vous avez prêté attention, les conclusions de une petite panne technique, c'est du côté de Dr Katé. La conférence. Je vous reçois. Ouais, maintenant on vous reçoit, allez-y. Alors, quand M. Philippe a lu les conclusions de la nationale, il a fait allusion à quelque chose, que c'était que du président de la République était réduit à un pouvoir honorifique. Ça, c'est le président Yadema. Donc, c'est à la conférence que l'idée de régime parlementaire venait. Et c'est ce et on a remis la plupart du pouvoir au Congo. Et ce poste de premier ministre, c'est ça qui est aujourd'hui le poste de PC. Et donc, l'histoire se répète. Et les pouvoirs qui étaient concentrés dans les mains de Kofi aujourd'hui sont concentrés dans les mains du PC. Et en ce temps, lorsque les choses ont pu tomber, vous avez vu que le premier ministre Kofi a voulu activer l'accord de défense auprès de la France, que c'était à lui de le faire. Donc, s'il le faisait, c'est que c'était fini. Ça y est, il avait tous les pouvoirs. Et il y a des morts seraient réellement réduits comme prévu au pouvoir honorifique. Ça a été fait quand même. Il était un peu mis à la retraite. Donc, c'est l'histoire qui se répète. Donc, c'est pour cela que vous avez beaucoup de compatriotes togolais qui soutiennent le régime parlementaire, qui pensent qu'il peut y avoir une bonne chose parce que ça a émané de l'opposition elle-même. Donc, Faure est en train de refaire ce que l'opposition a voulu faire en 90. Mais donc, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Le format n'est pas le même. Et quand M. Ben Diagba a dit qu'il va falloir qu'on retourne à la Constitution de 92, ben, cette Constitution de 92 a émané d'un compromis politique avant qu'on aille voter cela sous un référendum. C'est le travail d'un dialogue politique. Donc, si nous voulons faire revenir la Constitution de 92 ou bien refaire la Constitution de 92 ou bien actuelle, ça doit toujours, même s'il y a un référendum, il faut un dialogue politique, comme le travail a été fait pour d'abord mettre ce qu'on veut dans ce nouveau schéma avant d'aller à un référendum. Donc, le dialogue est inévitable, quel que soit ce qu'on cherche. C'est trop technique, en fait. Et ces acquis sur lesquels nous reposons ont été obtenus avec des dialogues. Donc, c'est ça. Maintenant, les gens ont voulu faire croire aux Togolais qu'on ne peut pas organiser des élections sous le régime RPT ou bien sous un régime uni. Or, c'est faux. C'est archi faux. Parce qu'en 1994, avant que le cas et l'UTD n'aient raflé la majorité des sièges, c'était sous Yadema, de son vivant et de son contrôle. Tout le pouvoir était concentré. Et donc, faire croire aux gens des choses qui sont des opinions politiques parce que nous avons cette peur de l'avenir que tel, ce ne sont pas des factuels. Parce qu'il aurait suffi qu'on aurait reformaté la méthode et les négociations et les résultats étaient différents. C'est ce que nous avons vu en 1994 dans la paix et la quiétude.
et l'UTD et le cas ont remporté, ont fait des élections, ont remporté toute la majorité de l'Assemblée, ce qui nous a donné une primature à l'opposition. Mais donc, ces argumentations ne sont pas vérifiées. Et des gens aussi font croire aux Togolais que non, il faut une tradition sans fort, parce que sans lui, on ne peut pas faire quelque chose. Mettant de côté les coups bas de l'opposition contre les accords qui ont été pris de commun accord. Parce que nous sommes opposants, nous ne devons pas dire la vérité, sinon ce serait démobiliser les gens. Je ne suis pas de ces gens-là, parce que ce qui est sur la table aujourd'hui, nous avons droit à la vérité. Et si ça fait mal, nous y allons quand même. C'est ce qui va se passer. C'est pour ça que nous disons que le dialogue qu'il aura demain, comment nous allons exécuter ces dialogues et la transparence et la vérité avec le peuple togolais, ce sera différent. Ne comptez pas sur tout le monde pour ces rhétoriques politiques. Alors, donc, ceux qui parlent il faut que l'armée prenne le pouvoir, faisons la résistance pour faire une insurrection, ce sont des positions politiques que je respecte et que beaucoup de gens respectent. Mais si nous regardons l'AES, où l'armée a pris le pouvoir, au Burkina, au Mali, au Niger, le nombre de présidents qu'ils ont eu après, le nombre de coups d'État qu'ils ont eu après, comparé au Togo, la quiétude que nous avons eu comparé à ces pays que les gens croyaient qu'ils avançaient avec un coup d'État ou la prise du pouvoir par l'armée. Ils n'ont pas avancé. Ils ont plus de problèmes, plus de décès, plus de morts tués dans leur pays que nous, dans cette dernière décennie. Si nous prenons la Guinée-Bissau ou la Guinée-Conakry et le Gabon, ben, des militaires ont investi. Les régimes qui sont là-bas, ils n'ont pas de terroristes. Malgré cela, est-ce que l'opposition a pris le pouvoir dans ces pays-là parce que l'armée a pris le pouvoir? Est-ce que les gens sont mieux économiquement dans ces pays-là? Non. Parce que le dialogue, le règlement des problèmes du pays, avec ou sans la prise de pouvoir de l'armée, qui soit dans la mission que les propres pour nous frais au Gabon. Je vais pas citer le cas de la Guinée. Et vous savez ce qui se passe en Guinée actuellement entre eux. Et ils sont de nous rester au... Ben, donc, qu'une preuve que Toujours un problème de connexion qui persiste avec... Il est allumé. Il a serré la gorge de l'Internet. Merci infiniment à tous et à chacun de vous. du pouvoir par que le pays reste un exemple et est séduisant. Et ils ont beaucoup et ils sont en train d'évoluer. Là, pour pouvoir réussir ce dialogue, le pardon, nous l'avons refusé au Togo. Jusqu'aujourd'hui, nous trébuchons, nous refusons de se pardonner, de faire l'amnistie. Mais je remercie monsieur et mes frères d'avoir annoncé qu'il faut l'amnistie au Togo parce que c'est le moyen pour baliser la voie et des gages d'un avenir meilleur politique et économique. Donc, le problème sur la table aujourd'hui, c'est la misère et la vie chère. Ce que nos frères de M66 ont voulu réclamer et une meilleure justice. Régler la misère et la vie chère. Aucun pays ne peut le faire si les composantes de la nation ne sont pas dans l'équilibre des institutions. Et c'est pour cela que la cogestion doit nous amener à atteindre cet équilibre des institutions pour pouvoir séduire les bailleurs de fonds, créer de l'emploi et pourvoir à nos populations pour que leur pouvoir d'achat monte et que l'économie tourne afin de réduire la misère. Et c'est une condition sine qua non pour réduire la misère. Donc, il ne sert à rien de modifier l'agenda du M66 ou de la jeunesse, de la misère à un agenda politique et tourner ça en insurrection parce que techniquement, nous pouvons régler le problème du pays si nous voulons. Merci à vous, merci à mes chers frères et on se revoit
certainement peut-être au dialogue. Allez aussi mentionner. Ça dit certainement au dialogue. Oh, merci infiniment, c'est sûr. Cette note qu'on met fin à cette émission d'aujourd'hui. Merci pour votre disponibilité. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. La Voix de la Diaspora, c'est ici, c'est nulle part ailleurs. On se retrouve pour un autre numéro avec le même plaisir. À la réalisation, Moïse Agbenyigan. Ciao. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours.